j'étais client en revanche de manière opérationnelle de cabinet, je me suis rendu compte clairement qu'il y avait peut-être un truc à faire. Non, mais la vision à l'époque, c'était déjà savoir de quoi on parle, très précisément. Donc venant de la banque, je me suis dit je vais faire que de la banque. Excusez-moi de vous déranger, je suis un chasseur de tête, est-ce que vous avez 30 secondes? Et 3 fois sur 4, les gens se disent ah ouais, pourquoi pas, allez-y, racontez-moi ce que vous avez à me dire. Et dans le conseil, 65% des coûts sont des coûts salariaux. Je me dis ok, comment je peux variabiliser le bazar? Et évidemment, tu penses à l'indépendance. En disant c'est quand même trop con. S'ils veulent partir et se mettre en indépendant, pourquoi on n'essaierait pas de les garder? Je dis ok, ça prend combien de ton temps? 20% de ton temps? Ok, file-nous 20% de ton chiffre d'affaires, on te débarrasse de 20% de tes emmerdes. Moi, je peux te dire qu'il y a plein de consultants en recrutement, tu leur files un téléphone et LinkedIn, ils ont besoin de rien d'autre. Le point commun à tous ces gens-là, c'est pas forcément l'expérience, c'est vraiment une énergie interne et un goût pour ce qu'ils font et une vraie efficacité. Et aujourd'hui, nous accueillons Yann Pelvé. Bonjour Yann. Bonjour Dorothée, bonjour Kemra. Salut Yann. Ça nous fait super plaisir que tu aies accepté notre invitation. Comment la refuser? Tu es notre première invitée et Merci. En fait, ça nous intéressait beaucoup de t'avoir dans ce podcast pour 3 raisons. La première, c'est que la légende raconte que ton premier salaire Michael Page était libellé en francs. Ça donc commence avec un coup bas. 25 ans d'expérience dans le recrutement, t'es pas le seul, mais vous n'êtes pas si nombreux. D'accord, c'est possible, effectivement. Ensuite, 18 ans à la tête d'un cabinet de recrutement, c'est beau aussi. Tu as connu les hauts et les bas. C'est clair. Et très probablement l'évolution du marché. Donc, on a vraiment hâte de t'entendre sur ton ressenti et puis peut-être ta vision sur ce qui nous attend pour la suite. Avec plaisir. Et puis surtout, d'ailleurs, c'est peut-être lié, tu as été visionnaire en décidant de créer REC dès la sortie du Covid. C'était l'un des premiers collectifs, c'est l'un des plus importants aujourd'hui. Voilà, donc c'était probablement, sauf erreur, le seul à diriger à la fois un cabinet et à la fois, même si c'est Amaury de Moulins, qu'on salue au passage, qui dirige REC, je ne sais pas si on dit diriger, du coup, en tout cas, qui anime avec beaucoup de succès d'ailleurs cette communauté de recruteurs, de partners. Eh bien, c'était quand même ton idée. Donc, voilà les raisons qui nous ont amenés à t'inviter. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Avec plaisir pour parler de tout ça. Écoute, je te propose de commencer par ton parcours et ta vision. J'ai pris des notes parce qu'on a beaucoup de choses à te demander. Et voilà. Mais on voulait commencer déjà par t'entendre parler un peu de toi. Si je ne me trompe pas, tu as fait une école de commerce. Qu'est-ce qui t'a amené? Tu es allé direct chez Michael Page après, c'est ça? Non, même pas. J'ai fait une petite incursion par le monde du contrôle de gestion pendant 2 ans, le temps de me rendre compte que clairement j'étais pas bon ou que c'était pas fait pour moi, je sais pas. Et je suis arrivé dans le recrutement via Michael Page, comme beaucoup, je pense, en passant un entretien chez eux. Et alors par hasard, forcément, il y a une part de hasard, puis après il y a une part de choix évidemment, mais c'est sûr que la première proposition m'a été faite par une manager de Page en entretien. En disant, elle m'a dit à la fin, et ça vous dirait pas éventuellement notre métier à nous, ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous en pensez? Prenez le temps d'y réfléchir. Je suis sorti de l'immeuble, avenue Achille Peretti, j'ai fait 300 mètres. Elle a dû me prendre pour un dingue. J'ai pris mon téléphone et je l'ai rappelé en disant ouais, ça m'intéresse. Donc voilà, après il y a eu les entretiens, les 43 entretiens de suite version Page. Mais voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le recrutement. Et tu es resté 4 ans. Et je suis resté 4 ans, exactement. Et j'ai fait 1 an et demi, 1 an à Paris. Et après, j'ai réussi à me faire muter. Alors, c'est un mot un peu plutôt réservé aux grosses boîtes. Michael Page, à l'époque, c'était quand même plutôt une grosse PME. Mais j'ai réussi plutôt à convaincre un manager de Nantes de me prendre dans son équipe et à convaincre mon manager de Paris que c'était pas trop grave de me lâcher. Heureusement, ils s'entendaient bien tous les deux. Ils étaient potes et en fait, ils avaient travaillé ensemble à Paris. Donc, ça s'est passé plutôt pas mal. Et puis après, j'ai fait Nantes jusqu'à ce qu'une grosse crise arrive. Donc, à une époque où on était peut-être encore en francs, je ne sais pas trop. En tout cas, on s'est pris une belle grosse crise et du coup, ça a été un peu compliqué. C'est là que je suis allé en entreprise et avant de repartir du coup dans le recrutement. Donc en entreprise à la caisse d'épargne. Ouais. Alors ça, c'est quand même pas un move qui est très fréquent non plus. C'est clair. Qu'est-ce que ça Alors Joseph, pour ceux que ça intéresse, Yann a été interviewé l'année dernière sur le podcast de Joseph Callen, le meilleur du recrutement, épisode 37. C'est là que j'ai chopé quelques informations. Et Joseph, tel qu'on le connaît, t'a dit c'était pas pour l'argent. Qu'est-ce qui t'a amené à la caisse d'épargne? Alors, c'était pas pour l'argent. Et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris? Parce que j'imagine que ça a beaucoup nourri ton expérience future. En fait, donc effectivement, l'idée à l'époque, c'était d'aller voir les ressources humaines en entreprise. Donc 4 ans
4 ans hyper intéressantes. Je suis arrivé dans une boîte, la Caisse d'épargne, donc c'est vrai que c'était pas du tout la même entreprise qu'aujourd'hui. Il y a pas mal de points de vue, mais il y a quand même des choses communes, et notamment les gens étaient hyper accueillants, hyper sympas. Franchement, j'étais très agréablement surpris, après un tempo et un rythme quand même assez différent de ce qu'on connaît en cabinet de recrutement. C'était un peu violent au début. J'entends ma chef de l'époque me dire vraiment, je te jure, au bout de 2 semaines, calme-toi. Donc en gros, je me suis calmé. Après, j'ai suivi le rythme, c'était très sympa. Et effectivement, du coup, je suis devenu client de cabinet de recrutement. Alors, c'est pas moi qui signais les contrats, j'étais un simple petit chargé de recrute, mais du coup, j'étais client en revanche de manière opérationnelle de cabinet. Et je me suis rendu compte clairement qu'il y avait peut-être un truc à faire. Parce qu'à l'époque, les cabinets avec lesquels j'avais bossé, je dirais les livrables, entre guillemets, et l'exécution de la mission m'ont semblé perfectibles, on va dire ça comme ça. Et puis en plus, dans la banque, il n'y en avait pas tant que ça qui connaissaient très bien la banque. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc sympa à faire. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que tu as créé, donc tu es sorti de la caisse d'épargne et tu as monté directement ton cabinet. Ouais, exactement. J'étais à Nantes à l'époque, un petit peu moins de 30 ans. Et j'avais effectivement, je me suis dit, ok, c'est bon, j'y vais. J'avais vraiment envie de le faire. J'ai aussi rencontré une ancienne collègue de pêche qui avait monté son cabinet à Paris à l'époque. Et pareil, j'avais déjeuné avec elle, j'étais ressorti en me disant, j'ai vraiment envie de faire ça. Et du coup, j'ai allié les deux. Et du coup, j'ai démarré tout seul à Nantes en 2007. Et donc, dans le secteur. D'ailleurs, ça s'appelait carrière bancaire. Ouais, merci d'exhumer. Tu as raison, ce des nom. Vieux dossiers. C'est clair, ouais, non, mais après, voilà, je cherchais un nom qui me facilite un peu la vie pour faire comprendre à mes clients ce que je faisais. Et du coup, effectivement, j'ai utilisé. Il existe toujours ce nom, on l'utilise un peu plutôt comme une marque aujourd'hui pour le secteur de la banque, carrière bancaire. Et puis, ça a vécu, ce nom a vécu jusqu'en 2018-19. Ouais, quand même. Hein. Donc, un truc chouette. Et pourquoi tu as changé de nom, du coup ? Parce que j'ai ouvert au Luxembourg en 2016, si je ne dis pas de bêtises, et il me fallait un nom pour le Luxembourg. Et du coup, j'ai sollicité une agence de com sur place, on a un peu cogité, et ils m'ont trouvé Finance and Banking Careers, excusez-moi pour l'accent, et Fabulous Careers, ça faisait Fab Careers. En fait, on a utilisé ce nom au Luxembourg. Et à un moment donné, en France, je me suis dit, mais c'est con, ça marche trop bien pour la France, ça fait finance, assurance, banque. Et c'est exactement ce qu'on fait, comme en plus, on est en train de s'ouvrir un peu au monde au job en finance. Et donc, on a utilisé ça en France. Voilà, c'est encore une fois un petit peu de hasard et puis un peu de réflexion. Et du coup, tu as créé, disons Fab, en tout cas, tu t'es mis à ton compte pour appliquer des méthodes, pour changer la méthode Michael Page, pour recruter avec ce que tu savais, mais en impulsant ta vision, ton expérience. C'était quoi, du coup? Comment tu différenciais à l'époque? Est-ce que tu as gardé d'ailleurs cette vision ou... J'ai essayé de la garder. Alors après, c'est pas simple. Sur le temps, quand tu grandis, je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais la vision à l'époque, c'était déjà savoir de quoi on parle, très précisément. Donc, venant de la banque, je me suis dit, je vais faire que de la banque. Ça aussi, au début, tu refuses des mandats ailleurs, quoi. Tu as des copains qui disent, tiens, moi j'ai un job dans je sais pas, au hasard, la chimie. J'ai un de mes super amis qui voulait me faire bosser. Il n'y avait pas de headlinker à l'époque? Il n'y avait pas de headlinker à l'époque, c'était un grand dommage. Donc je me suis focalisé là-dessus. Donc l'idée, c'était déjà de maîtriser et de comprendre vite et de montrer à ton client que même si tu es tout seul, indep, tu as quand même une vraie crédibilité et même une excellente crédibilité. Et puis après, l'approche directe. À une époque où LinkedIn était, on va dire, pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc on a fait beaucoup d'approches directes pour aller chercher, et sur des missions qui habituellement n'étaient pas traitées en approche directe. Les clients nous demandaient des commerciaux, pour simplifier, dans des zones diverses et variées, là où ils avaient des agences, donc vraiment pas simple, on allait vraiment faire de l'approche. Ok. Ouais. Mais donc ça nous a vraiment ouvert des portes de dingue, parce que les clients étaient un peu sur les fesses, pour rester poli, de voir qu'on arrive à sortir des candidats qui n'étaient pas candidats et tout, sur des missions avec des tarifications classiques, qui étaient les mêmes que celles des CAP, qui faisaient du retour annonce toute la journée, et des CVTech. Okay. Voilà. Camara, tu avais une question, non? Oui, alors justement, comment on fait de l'approche? Comment on faisait de l'approche, en tout cas, à l'époque? Comment on faisait? Tu as raison de le dire au passé, parce que c'est quand même... Ouais, aujourd'hui, on ne le fait plus, on le fait un peu. J'ai un consultant à Nantes qui s'appelle Julien Maléjac, et qui est d'ailleurs derrière la page LinkedIn qui s'appelle ActuBank, pour ceux éventuellement qui suivent la banque. Elle a beaucoup de succès. Alors, il est très discret, donc il n'en parle jamais, mais j'en profite pour le mettre un peu je dirais, en lumière. Mais du coup, comment on fait de l'approche directe? En fait, on prend des téléphones portables que pour ça, avec un numéro spécifique pour ça. On identifie les agences. Par exemple, tu cherches un conseiller de clientèle professionnel
je sais pas moi, je vais te dire à Montluçon, au pif, et ben, tu vas identifier toutes les agences qui sont chez les concurrents de ton client et qui ne sont pas tes propres clients. Et tu prends un 06, tu te fais passer pour, je sais pas moi, quelqu'un qui ouvre un salon de coiffure et tu veux parler au conseiller pro. Et tu attends qu'on te rappelle. Et quand on te rappelle, tu dis bah en fait, bah voilà, non, je vous appelle, j'ai tenté de vous joindre. Excusez-moi de vous déranger, je suis un chasseur de tête, est-ce que vous avez 30 secondes? Et 3 fois sur 4, les gens se disent ah ouais, pourquoi pas, allez-y, racontez-moi ce que vous avez à me dire. Et voilà, et ça fonctionne pas mal du tout. Après, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de consultants en recrutement qui appréciaient de faire ça vraiment, alors qu'en fait, ça marchait super bien. Donc voilà. Encore une question. Et pourquoi, du coup, les consultants n'appréciaient pas de le faire? Parce qu'aujourd'hui encore, moi, j'ai ce type d'objection quand je forme des consultants. Je pense que c'est une histoire de morale mal placée ou de peur de le faire, tu vois, caché derrière des pseudo-freins, tu vois. Je pense que ouais, voilà, il y a des gens, ça les fait un peu flipper, mais en même temps, c'est tout simple. Tu tues personne, tu fais de mal à personne. Et au bout de 30 secondes, si ça n'intéresse pas les personnes, on coupe, quoi, on arrête. Donc je sais pas. Écoute, ça reste quand même un exercice un peu original, quoi. Il faut avoir un petit talent d'acteur, il faut aimer quand même. Voilà. Et d'ailleurs, encore une fois, Julien, qui excellait sur le sujet, était capable de se faire passer pour tout un tas de personnages divers et variés. Donc c'était pas mal. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'en entends deux. Alors moi, je suis dans le recrutement depuis 2 ans et j'en entends de plus en plus parler. Donc j'ai l'impression j'observe que le recrutement devient... Enfin, c'est compliqué. Le marché, c'est quand même pas mal compliqué ces dernières années. Et du coup, sur la partie de candidats ultra pénuriques, où vraiment les entreprises n'arrivent pas du tout à recruter, c'est là que c'est plus facile de prendre des missions. Donc j'ai l'impression que c'est un secteur qui s'est beaucoup développé. Et du coup, j'entends de plus en plus cette histoire de retour à la chasse. Et donc, il y a même un formateur, comment il s'appelle, Michael Diringer. J'espère que j'écorche pas son nom, le pauvre, mais qui forme là-dessus, justement, dans un retour. Et puis aussi parce que LinkedIn, c'est très saturé. En fait, les candidats sont toujours appelés, les canaux sont... C'est bon, ça a marché à une époque, ça marche moins. J'ai l'impression qu'il y a un retour, en tout cas, à ça. Vous, t'en parlais justement avec Joseph l'année dernière, que tu te demandais si tu n'allais pas y remettre un peu les collaborateurs de Fab. Est-ce que vous l'avez fait? Non, on ne l'a pas fait. Non, tu vois, non, alors, il s'est passé 2-3 trucs cette année, je t'avoue, mais après, non, mais c'est vrai que je pense que ça peut vraiment être quelque chose de super, et merci de m'en reparler, et je vais peut-être en reparler en interne, mais je pense qu'il y a un truc à faire, mais ouais, je pense, en tout cas, j'y crois beaucoup, et franchement, tu crées tout de suite un contact sympa avec les candidats, qui ne sont pas candidats d'ailleurs en général, donc c'est pas mal. Je pense que pour le coup, c'est un peu novateur, même si ça ne l'est pas, mais parce que je pense que les candidats ne sont plus du tout approchés par ce biais-là. Ouais. Et donc, la banque, assurance, etc., donc c'est le secteur d'origine, ça reste aujourd'hui... Ça reste aujourd'hui quand même le gros de notre... 30% de notre chiffre d'affaires à peu près, de notre activité. Ça diminue petit à petit Proportionnellement, ça diminue, parce que du coup, on a ouvert d'autres spécialisations, d'autres verticales, quoi. Ça a ouvert du coup quelle verticale sur les dernières années? Dans l'ordre, alors je vais peut-être me tromper pour dire, donc on a fait de l'intérim aussi au bout d'un moment, après on a fait de l'IT dans l'ordre, après on a fait de la finance d'entreprise et de l'audit expertise comptable, et puis après de la supply, de l'industrie et de l'IMO BTP. Aujourd'hui, voilà à peu près la photo à l'instant T. Ok. Et d'ailleurs, dans les carrières bancaires, vous recrutez toujours le même type de poste, des conseillers en agence? C'est qui vos clients? Des gros groupes ou plutôt des... merci pour la question, elle est hyper intéressante parce que justement, on pourrait dire spontanément des grands groupes, et c'est le cas quand même, beaucoup de grands groupes, mais dans le secteur on va dire au sens large de la banque et de l'assurance, il y a énormément d'acteurs de taille moyenne, soit des filiales de grands groupes qui font des activités spécifiques dans la banque ou l'assurance, le financement, le crédit, ces trucs-là. Puis après, des courtiers en assurance. Et là, tu peux avoir des gens qui sont 2, 3, 4. Et plein de petites boîtes dans la tech liées à la finance, les fintech et toutes ces choses-là. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est assez varié. Et est-ce que ce sont les mêmes profils? Oui et non. Ça évolue aussi. Mais ça reste quand même le gros des troupes, reste des profils à dominante, on va dire, relation client et commerciale, mais pas que. Et par rapport à la banque, vous faites aussi des profils dans la banque privée, des petites banques privées aussi? On en fait, aussi, carrément. Oui, tout à fait. Ok, et maintenant, parlons de REC. Qu'est-ce qui t'a pris? D'où t'es venue cette idée hyper novatrice? Non, mais là, pour le coup, le coup, c'est en fait, encore une fois, quand j'analyse mes échecs et mes modestes succès, j'essaie effectivement, je me rends compte qu'en fait, pour ce que tu vas mettre dans la catégorie succès, c'est plutôt justement un enchaînement et un enchaînement de choix est positif. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, tu ne te dis pas, tiens, je vais faire un truc avec une vision à 5 ans méga précise. Tu le fais, tu enchaînes les décisions. Et donc là, l'origine, elle est en fait dans l'observation. Déjà, on était en sorte
sortie du deuxième confinement ou pendant le deuxième confinement. Et comme tout chef d'entreprise, j'étais quand même un peu en stress sur mes coûts au sens large. Et dans le conseil, 65% des coûts sont des coûts salariaux. Donc en fait, évidemment, je me dis, OK, comment je peux variabiliser le bazar ? Et évidemment, tu penses à l'indépendance. Donc là, tu continues à réfléchir. Au début, je me dis, OK, on va peut-être essayer d'introduire des profils indep dans les salariés, entre guillemets, avec les salariés. J'abandonne vite l'idée à l'époque, parce qu'aujourd'hui, j'y reviendrai probablement. J'abandonne l'idée à l'époque de faire travailler des indépendants avec des salariés, avec le même CRM, avec tous ces trucs-là. Je me dis, c'est injouable, ça va être la catastrophe. Et en revanche, je me dis, par contre, il y a probablement un truc hyper intéressant et sympa à faire avec les indépendants de manière pure et dure, entre guillemets, en leur offrant tout ce que ça m'a pris des années de comprendre des trucs, d'essayer de trouver des outils, trouver des moyens et tout. Donc c'est un peu comme ça que c'est arrivé, avec deux premiers recruteurs qui nous ont fait confiance, qui sont toujours dans le collectif d'ailleurs, que je salue. TAM Recrutement, TAM, et puis après d'autres qui sont enchaînés, et voilà. Et petit à petit, on a fini l'idée, puis c'est encore en chantier, on est encore en train de se poser des questions. Mais du coup, c'était des nouveaux ou c'est des salariés Moi, je pensais que c'était des salariés Fab qui voulaient te quitter. Voilà, c'était mon deuxième truc. Là, je me revois en train de faire un petit footing avec un collègue en me disant, c'est quand même trop con. S'ils veulent partir et se mettre en indépendant, pourquoi on n'essaierait pas de les garder ? Comme ça que vous en revenir. Et alors, on n'a pas eu de retour, mais en fait, on a eu effectivement quelques salariés ensuite. Et du coup, moi, je l'ai dit assez librement. Voilà, si certains, en tout cas, pensent à l'indépendance et y pensent très fort, venez me voir et on peut en parler. Effectivement, du coup, on a eu quelques salariés qui sont partis vers l'indépendance via REC, puis après, qui ont même carrément volé leur propre aile à 100%, et d'autres qui le sont encore. Mais c'est loin d'être la majorité des indépendants qui sont dans le collectif. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu parlais de ta passerelle que tu envisageais pour le coup de faire revenir des indépendants... Ça, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard. Ou j'en parlerai en tout cas. Je suis en train de peaufiner tout ça, mais ça, dans quelques semaines, quelques mois. Ce sera l'occasion de t'inviter dans une autre saison. Et du coup, tu as une idée, toi, où c'est trop compliqué pour toi de voir... tu observes quand même travailler les partners de REC. Tu arrives à voir en fait la différence de positionnement d'un indépendant chez REC par rapport à Fab. Alors déjà, en préambule, je tiens à un truc hyper important, et avec Amaury, on est hyper au clair là-dessus. Il y a un mur de Berlin hyper fort entre, je dirais, le cabinet et REC Partners, parce qu'on a des engagements de confidentialité vis-à-vis d'eux, parce qu'ils sont sur un business qui est le même, entre guillemets, parfois, que le nôtre. Donc, je regarde jamais les clients, je regarde jamais qui fait quoi exactement dans le détail, on va dire, pour les indépendants qui travaillent et qui sont dans le collectif. Donc après, évidemment, et du coup, je reste un peu discret, et je suis toujours resté sur ces 4 années assez discret, effectivement, sur ma présence au sein du collectif REC. Je veux pas être trop lourdement présent, parce que je veux pas qu'il y ait un mélange des genres et que les gens se disent, bon, ok, alors il est de quel... Il travaille pour qui, pourquoi ? Je n'utiliserai jamais des infos commerciales ou clients REC pour Fab, et vice-versa d'ailleurs. Donc ça, c'est une donnée. Après, évidemment que j'observe, et puis j'en parle beaucoup avec Amaury, et puis moi, je vois dans les entretiens que je passe, enfin voilà, je vois quand même effectivement un peu comment ils travaillent, ce qu'ils font. On réfléchit en permanence, on les a sondés récemment sur leurs attentes et tout. Donc ouais, on essaie quand même de se poser les bonnes questions. Et qu'est-ce que ça a donné, ce sondage sur les attentes ? On leur a demandé. Toi, j'étais assez surpris dans le sens. Je m'étais fait une idée, entre guillemets, des motivations et des envies, et de pourquoi ils se mettaient en indépendant et pourquoi ils restaient en indépendant. Figure-toi que j'avais mis un peu potentiellement le levier financier en premier, alors qu'en fait, mais pas du tout. J'ai vraiment pas. En tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'encore une fois, dans d'autres collectifs, c'est peut-être différent. Ça dépend aussi de l'ADN du collectif et de ce qu'ils prônent. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que certains chez nous fonctionnent très très bien. Mais en tout cas, leur motivation numéro 1, clairement, c'est la liberté, quoi. C'est vraiment la capacité à travailler comme ils le souhaitent, avec qui ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, d'où ils le souhaitent. Enfin, voilà. Alors, c'est un peu notre petit slogan, nous, chez REC, c'est à votre rythme, à votre compte, vous faites ce que vous voulez avec nous, parce qu'on est là pour les aider, quoi. Ouais, c'est vrai que vous êtes de tous les collectifs, je pense, celui qui est le plus proche de la vraie indépendance. Est-ce que ceux qui sont dans les collectifs ne sont pas des vrais indép ? En tout cas, vous êtes vraiment ceux qui sont le plus proches, à part le fait que vous facturiez, c'est vous qui encaissez les clients. Mais à part ça, vous mutualisez le prix des outils. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est
C'est vrai on a beaucoup réfléchi ces derniers mois en interne avec Amaury et puis avec d'autres, et notamment avec Maxime aussi, sur le chemin qu'on allait donner à Rec Partners. Et on se rend compte qu'effectivement, notre chemin à nous, c'est pas un cabinet composé d'indépendants. Le Rec Partners, c'est pas du tout ça. Nous, c'est plutôt, et on le voit dans d'autres secteurs d'activité, on va trouver le bon chemin, mais je dirais, pour imaginer ça, c'est à mi-chemin entre un centre de services partagé, un accélérateur, un facilitateur pour les indépendants et même pour les tout petits cabinets. On en parlait tout à l'heure, Kemra, mais moi, je dis pourquoi pas, après tout. Nous, on en a dans le collectif, ils sont déjà 2, 3, ils sont en train de grandir, ils sont encore avec nous. Donc je dis, OK, ils y trouvent leur compte. Donc, on est en train de réfléchir aussi autour de tout ça. Donc en gros, on veut trouver le bon équilibre, leur faire gagner du temps et de l'argent, et évidemment gagner, nous, du temps et de l'argent, et trouver le bon équilibre. Et je sais que tous les mois, ils se disent, OK, je reste ou je reste pas, est-ce que ça vaut le coup de rester ? Et du coup, à nous de faire en sorte que la balance elle soit en faveur de je reste. Mais en tout cas, voilà, du coup, on ne se voit pas du tout comme un cabinet, mais alors pas du tout, mais plutôt vraiment accélérateur, facilitateur de business. Hier, j'en voyais un, il me dit, moi, l'administratif, ça me gonfle, je suis nul. Je lui dis, OK, ça te prend combien de ton temps ? 20% de ton temps ? OK, file-nous 20% de ton chiffre d'affaires, on te débarrasse de 20% de tes emmerdes. C'est un peu ça l'idée, entre guillemets, pour simplifier les choses, à fond. Et par rapport à l'offre, tu avais une question, Kemra ? Hyper intéressant. Ouais. Vas-y. 30 secondes. Et du coup, c'est intéressant parce que tu vous positionnez pas du tout comme un cabinet. C'était notre discussion il y a quelques minutes. Quelle est la différence que tu fais, toi, aujourd'hui, entre un cabinet d'indépendants et un collectif d'indépendants ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est assez difficile parce que ce sont des nouveaux termes qui arrivent sur le marché. Exactement, ouais. Personne ne sait vraiment les définir. C'est un peu le bazar. Y a pas de. Moi, ma définition à moi, c'est qu'il n'y a que 2 acteurs. Il y a les cabinets de recrutement avec des salariés ou des indépendants. Pour moi, le client, il n'en a rien à faire, entre guillemets, ou pas grand-chose. Ce qu'il veut, c'est des gens performants qui délivrent vite et bien. Donc après, à l'intérieur, que les gens soient dans un rapport d'indépendant ou de salarié, bon, évidemment, ça change les choses dans la gestion de l'entreprise, mais par contre, pour le client, ça ne change rien. Donc ça, aujourd'hui, des gens qui disent innover, moi, je trouve qu'ils innovent pas tant que ça. Ils réinventent la relation de travail avec leurs consultants. Mais je veux dire, quand on te dit, tu vas travailler sur telle zone géographique, telle division, c'est ce que font les cabinets depuis 107 ans, et c'est ce que nous, on fait, et moi, ça me va très bien. Et c'est pour ça que demain, éventuellement, avoir des indépendants chez Fab sur ce deal, OK, j'aurais pas l'impression de révolutionner non plus le marché des cabinets de recrutement. Et nous, ce qu'on fait, nous, REC, c'est vraiment complètement différent. C'est vraiment, encore une fois, une offre de service spécifique pour les recruteurs indépendants pour les aider à aller plus vite ou à mieux vivre, simplement leur métier au sens large. Donc, c'est potentiellement très large comme offre. Mais du coup, ma définition, c'est qu'en fait, je trouve que finalement, le terme de collectif, qu'on a dû être parmi les premiers aussi à utiliser, donc je ne dis pas que c'est... En fait, pour moi, il ne veut plus dire grand-chose, parce que soit il y a des cabinets de recrutement avec des indep, mais ce n'est pas un collectif, ou alors, dans ce cas-là, les collectifs existent depuis l'invention des cabinets de recrutement, et Page est un collectif dans ce cas-là. Et puis, il y a du coup, pour moi, effectivement, les sociétés comme la tienne aussi, Dorothée, qui offrent des services à des recruteurs, ou comme la tienne, Kemra. On est là pour en fait leur faciliter la vie. Et évidemment, c'est pas gratuit, mais en tout cas, le but, c'est qu'ils y trouvent leur intérêt, quoi. Donc, je me mets plutôt de votre côté en termes de positionnement pour REC. Et puis après, pour Fab Group, évidemment, on a un cabinet de recrutement et à nous d'offrir le meilleur service avec les meilleures personnes. Et si maintenant, parmi les meilleurs, il y en a qui me disent « Yann, je veux bien bosser avec toi, mais je veux être indep », il faudrait que je sois fou pour leur dire non. Et donc, il y a deux questions qui me viennent. Parce que moi, on en a parlé, mais je pense qu'effectivement, la différence entre un cabinet et un collectif, elle se fait sur la possession du client. À qui appartient le client ? Est-ce qu'il appartient au cabinet ou est-ce qu'il appartient à l'indépendant, au consultant en recrutement ? Peut-être que tu sais répondre à cette question. Non, mais en fait, tu sais quoi ? C'est une question que je pense que tout le monde se pose depuis longtemps, parce qu'il y a plein de consultants qui vont dire « mais moi, je suis bon et mes clients vont me suivre. » Tu sais, tu as dû entendre ça plein de fois. Donc, au final, le client, à qui il appartient ? Le client, il appartient à personne parce que le client, il est libre de ses choix et il peut les remettre en question à la moindre occasion, tu vois. Donc, au final, après, il y a l'information, comme tu dis, le CRM qui remplit quoi, à quel endroit. C'est sûr que pour moi, un collectif d'indépendants qui demande à ses indépendants de remplir à tous le même CRM, pour moi, je ne vois pas où est l'indépendance, si je peux me permettre. Enfin, elle est un peu limitée, entre guillemets, quoi, parce que ça reste un cabinet de recrutement, en fait. C'est hyper intéressant. Sur la partie, effectivement, cabinet,
Tu as complètement raison. En réalité, si le consultant en recrutement qui va dans un autre cabinet ou se lance en tant qu'indépendant, il peut partir avec les clients du cabinet en soi. Mais parfois, il y a des clauses. Exact. Ce qu'il n'y a pas quand on est indépendant. Ouais, alors ça, justement, je serais curieux de savoir si certains cabinets qui font bosser les indépendants n'ont pas introduit des clauses. Ça, je demande, je n'ai pas la réponse, hein. Franchement, j'en sais rien. Je crois savoir qu'il y a des collectifs qui ont introduit des clauses. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Non, mais la frontière devient extrêmement ténue. Hein. C'est ça, ouais. Ça devient difficile. Même moi, parfois, on m'appelle un collectif de recrutement aussi. Donc, c'est vraiment difficile. Et alors, en plus, le pire, c'est que moi, nous, on adresse 70% d'indépendants. Le reste, c'est des cabinets. Donc, déjà, nous, on ne peut pas être un collectif parce qu'on a des cabinets à l'intérieur. Ou alors, on a un collectif de cabinets. C'est encore autre chose. Mais on n'est pas sorti de l'auberge avec ces sujets-là. Et moi, du coup, j'invite plutôt les indépendants à communiquer sur le fait qu'ils sont un cabinet. D'autant que moi, ma solution, elle leur permet de créer des équipes. Si jamais ils sont appelés sur un appel d'offres, il y a 14 missions, il y a besoin de recruter un RAF, il y a besoin de recruter des techniciens de maintenance, ils peuvent se créer une petite équipe chez nous pour s'entraider. Donc en fait, la frontière, effectivement, moi, du coup, je pars du principe que tout le monde est cabinet, il y aura des cabinets mono, single. De toute façon, un gars qui est tout seul et qui se prend un stagiaire, il peut s'appeler un cabinet aussi. Donc en fait, on ne va jamais s'en sortir. Ouais, c'est clair. Mais par contre, c'est vrai que le sujet des collectifs, ça devient... Mais en fait, je pense que du coup, ce terme de collectif qu'on a beaucoup utilisé, à mon avis, il n'est pas adapté, ou il n'est plus trop adapté. Et c'était bien pour imaginer quelque chose de nouveau, de dire qu'on crée quelque chose de nouveau, mais au final... quand c'était on poule ensemble des indépendants, sauf qu'entre-temps, il y a eu tellement d'évolution des modèles et donc il y a Laurent Brouat qui a sorti il y a quelques jours son guide des collectifs, et donc il parlait notamment de Novalink, qui font pas payer, parce que pour moi, la définition du collectif, c'était le mode de facturation, c'était le fait de prendre un pourcentage du chiffre d'affaires. Je trouvais que c'était le seul truc qui reliait tout le monde. Et finalement, il dit, ah bah non, il y a Novalink, ils prennent 800 € à l'entrée, puis après, ils prennent plus rien. Je me suis dit, bon, du coup, ça va pas non plus, ça. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils proposent, ni rien, j'ai pas dans le détail, mais oui, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. Donc, je pense qu'on va vite effacer cette terminologie. Et juste pour terminer sur REC, tu dis que donc, tu leur as fait passer, enfin, tu les as interrogés sur les raisons pour lesquelles ils étaient indépendants. Et les questions qu'on peut se poser, enfin en tout cas que moi je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un indépendant reste chez REC? Alors moi je considère que tout le monde est drivé par l'argent, c'est forcément pas vrai. Mais du coup je me dis, quand on fait 200 000 € de CA, les 20% ils commencent à charger. Donc, Complètement. Et en fait, et c'est pareil, on a fait le choix assez radical au début, de se dire il n'y a aucun engagement, heureusement d'ailleurs, parce que déjà comme on est sur une notion de liberté poussée au max, on va dire, il n'y a aucun engagement pour eux de rester plus de rien, quoi. Ils peuvent partir au bout d'un mois si ça les chante, et il n'y a aucun coût pour eux, quoi. Donc c'est ultra libéral, on va dire, comme fonctionnement, et du coup forcément ils s'interrogent en permanence sur l'intérêt. Donc pourquoi rester, comme tu dis, si je fais 200 000 €, à mon avis il y a plein de bonnes raisons, mais c'est à eux d'y répondre. Mais ça dépend justement de là où sont leurs besoins et leurs besoins d'aide. Si clairement, encore une fois, moi je connais des stars du recrutement qui sont des mauvais gestionnaires, pour pas dire pire. Et du coup, clairement, tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, ils vont avoir besoin à un moment donné, s'ils veulent vraiment surperformer, être à fond avec leurs clients et leurs candidats. C'est bien gentil, mais quand l'URSSAF t'écrit tous les 15 jours où tu dois faire tes factures, tes recouvrements, tes machins, attends, je veux dire, à un moment donné, du coup, tu fais moins d'argent. Donc, je pense qu'ils se disent, OK, je fais de l'argent globalement, et quand tu recrutes quand tu fais moi, j'ai recruté la première personne autre que consultant au bout de 5 ans. J'ai passé 5 ans à me taper moi-même le job, je dirais globalement, d'office manager au sens super large, quoi. À un moment donné, ça prend vachement de temps. Donc, si on m'avait dit à l'époque, on va te le sous-traiter, ce truc, tu t'en occupes pas du tout et continue à aller voir tes clients, en plus, c'est ce que je préférais faire, je pense que j'aurais dit, ouais, OK, allons-y. Donc, ils doivent se dire ça tous les mois. Et je sais qu'ils se le disent tous les mois. Alors, évidemment, il y a quand même le feeling qu'ils ont avec nous, l'ADN, Amaury qui joue une part hyper importante dans le lien qu'ils ont tous entre eux, les échanges, le partage d'infos, et ce qu'ils en tirent d'un point de vue humain, c'est vachement important aussi. Et il y a l'aspect financier, et là, c'est simple, ils tirent une ligne tous les mois, ils se disent, OK, j'ai payé combien et combien ça me rapporte, entre guillemets, quoi. Puis tu as aussi l'aspect marque blanche, là, vous êtes presque les marque blanche. En tout cas, ils peuvent garder leur marque, parce que quand on se lance en indépendant, on a envie d'avoir un peu sa charte graphique, son petit logo. Moi, je t'avoue, c'est aussi pour ça qu'on a créé REC, parce que là, je repensais à mon histoire. Moi, ça m'aurait fait, je vais rester poli, de claquer ma DEM de Page ou de la caisse DEP pour aller me mettre en indep
avec à nouveau des contraintes et des règles et des machins, quoi. Tu le fais quand même à un moment donné parce que tu as un peu envie de liberté aussi. Mais bon, les deux sont bien, mais chacun ses attentes. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, ils font leur compte tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, ou tous les ans, et ils se disent, OK, je reste ou je pars. Et puis ça nous va bien, hein. Et puis, il y en a certains qui vont, à mon avis, devenir tellement gros que forcément, ils vont partir à un moment donné. C'est hyper intéressant. On s'interrompt 2 minutes pour vous présenter Calent. Calent, qui est un outil de sourcing pour les recruteurs, qui est plébiscité par la communauté Headlinker et qui nous fait l'honneur d'être le sponsor de notre première édition de podcast. Calent, c'est un outil de sourcing assisté par IA qui permet très simplement d'identifier les bons profils dans une base de plus de 100 millions de candidats, mais également de récupérer leur numéro de téléphone dans plus de 80% des cas, de lancer des campagnes multicanales, mail, MP LinkedIn et même WhatsApp, et même d'intégrer les candidats directement dans la plupart des ATS. La liste s'allonge tous les jours. Et Edouard n'en parle pas, mais moi qui suis sales, je pense qu'on peut aussi l'utiliser pour la prospection. Bref, c'est un outil multi-usage, très simple d'utilisation, qui est encore une fois plébiscité par la communauté Headlinker et qu'on ne saurait trop vous recommander. Il y a des consultants en recrutement qui se lancent en tant qu'indépendants et qui ont besoin par contre d'être attachés à une marque, un nom, etc. Parce que quelquefois ça peut les rassurer, pour un certain nombre de raisons. Et puis aussi, ouais. Et du coup, ma question c'est en réalité, qui est ta cible, qui est-ce que tu cibles comme consultant en recrutement qui souhaite se lancer en tant qu'indépendant? Parce que c'est pas cette cible-là finalement. C'est pas cette cible qui a besoin d'un nom, d'un logo, d'une image ou de faire partie d'un collectif, au sens large du terme, hein, j'entends. Ouais. La cible de REC, du coup, aujourd'hui, c'est effectivement le ou la ou les, si des fois ils sont deux même, parce que les tout premiers, c'était un duo déjà formé, mais c'est effectivement ceux qui ont analysé leurs forces et leurs faiblesses et qui assument en général assez simplement en me disant, moi j'ai envie de continuer à faire quand même ce métier et de faire presque que ça, quoi. Et j'ai pas envie de m'embêter avec tout un tas d'autres trucs, j'ai pas envie d'aller faire des négos avec des fournisseurs, j'ai pas envie de gérer moi-même ma facturation, mon recouvrement, j'ai envie de faire de l'intérim, mais je peux en faire avec vous. J'ai envie d'avoir quand même une épaule un peu sur laquelle de temps en temps m'épancher. Et mine de rien, c'est pas bête, c'est vrai que c'est important pour échanger avec d'autres personnes assez librement. Alors, aujourd'hui, il y a plein de canaux, hein, mais c'est ça la cible en fait, clairement. Et on va pas avoir aussi le même tarif justement que celui qui va arriver avec sa marque, son logo. On est quand même un petit peu, sans rentrer dans le détail, on est quand même un petit peu moins cher. Pas forcément 20%, ce qu'on fait. On peut le dire. 20%. Jusqu'à 10, après au bout d'un moment ça descend. Mais après l'idée c'est effectivement de leur dire on vous offre quand même vraiment tout ce qu'il faut pour bien bosser, mais forcément qu'on a moins de coûts puisqu'on a aussi moins de... On vous laisse beaucoup plus libre de vos mouvements aussi, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses, donc dernière question sur REC, à moins que toi t'en aies d'autres, est-ce qu'il y a des choses qu'ils demandent en plus, qu'ils n'ont pas aujourd'hui ou qu'ils aimeraient avoir, qu'ils attendent? Eh bien, écoute, on les a interrogés là-dessus, on essaie de les interroger. Aujourd'hui, nous, en tout cas, par rapport à notre propre offre, ils souhaitent encore plus d'outils. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de bosser avec ça, avec eux et en interne pour leur offrir encore plus d'outils. Et puis, encore plus de connaissances réciproques les uns des autres. Pouvoir s'identifier plus facilement, se retrouver plus vite, savoir qui fait quoi à quel endroit. Donc, c'est vraiment, effectivement, c'est plutôt ça. Et puis après, il y a plein d'autres souhaits, on va dire. Mais si tu leur demandes... Oui, ils vont passer à 50%, ça va leur faire drôle. Hein. Oui, voilà. Bon. Voilà. Tu diriges un cabinet de recrutement. Ouais. Tu diriges également un collectif de recruteurs indépendants. Quelles sont les difficultés communes que tu rencontres dans ton quotidien sur ces deux activités? Alors déjà, c'est vrai que comme je dirige vraiment les deux mains dans le moteur, le cabinet de recrutement. Et la différence, c'est que justement, le collectif REC, et il y a aussi du coup Amaury qui est vraiment qui gère, je dirais, 90% de ce qui se passe dans ce collectif. Moi, je suis plus là pour réfléchir avec lui et anticiper et construire la stratégie, construire l'offre, essayer de réfléchir à ce qu'on va faire demain et après-demain. Donc, je n'ai aucune difficulté avec REC aujourd'hui. Ça roule super bien. Et voilà. Et du coup, ma difficulté, c'est plutôt d'anticiper, de déjà penser au coup d'après et de surtout pas se laisser dépasser ou ringardiser, entre guillemets. Donc, il n'y a pas beaucoup de points communs en toute simplicité parce qu'en fait, tu vois, c'est vraiment deux offres différentes. Dans l'une, c'est un cabinet de recrutement avec son quotidien divers et varié. L'autre, c'est effectivement une offre nouvelle avec en plus, on a la chance pour le moment, un marché qui est avec nous, qui nous suit, qui est vraiment très très présent, et du coup ça grandit vite et bien. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances. C'est vraiment très différent. Mais après les points communs,
Je les trouve éventuellement quand je recrute, et parce que je me rends compte que voilà, des fois je croise un peu les mêmes profils ou j'ai les mêmes interrogations, mais c'est tout, quoi. Et alors dans ce cas-là, quelles sont les grandes différences que tu remarques entre ces deux Ah ouais, elles sont énormes. des entités? Mais tu veux dire en tant que dirigeant ou en tant que dans le quotidien? Parce qu'après, le quotidien doit se ressembler beaucoup, même si, encore une fois, je ne suis pas dans le quotidien des indépendants de Rec Partners, Bien mais sûr. c'est évident qu'ils ont les mêmes problématiques. On a tous les mêmes problématiques aujourd'hui dans notre métier, quoi. C'est clairement trouver des clients et les satisfaire. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années. Mais voilà, mais après, je dirais dans le quotidien, voilà, au final, le métier est quand même strictement le même. Il faut être franc aussi. Dans un cas, tu as décidé de voler de tes propres ailes à 110% et d'être vraiment ton propre guide et ton propre dirigeant. Et puis dans l'autre, quand même, tu fais confiance à d'autres pour aussi prendre des orientations, des décisions, et tu te concentres sur le business. Donc voilà. Donc, après, pour te répondre peut-être en partie, pour moi, tout est lié. Et en fait, justement, toute la relation de travail et tout notre métier est en train de profondément changer. Certains qualifient de dinosaures les cabinets de recrutement. Je trouve que c'est un peu facile et, à mon avis, complètement faux, parce qu'il y en a plein qui se bougent. J'espère en faire partie. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est quand même en train de se prendre une vague hyper, j'espère du coup à nous de la prendre, la vague, mais hyper forte, de révolution dans la relation de travail, dans notre métier de recruteur. Tout le monde a compris aujourd'hui qu'il y a plein de façons de faire ce métier, mais salarié dans un cabinet, c'en est juste une parmi 2 ou 3 autres options, quoi. Donc ça change énormément. Et les gros cabinets, les très gros cabinets, j'ai l'impression, alors peut-être qu'individuellement, les gens qui y sont ont compris ça, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup compris ça en tant que grande entreprise, quoi. Après, je suis pas dans les comités de direction de Page ou de Hayes et tout, mais est-ce qu'ils se sont rendus compte de ça? Je sais pas, mais en tout cas, nous, on s'est vraiment rendu compte de ça. Ouais, c'est vraiment important. Donc ça change. Merci pour la très belle transition. Si tu regardes ces 25 dernières années, qu'est-ce qui a profondément changé dans le métier de consultant en recrutement selon toi? Le passage à l'euro, comme disait Dorothée. Du coup, les factures sont 6 fois plus faibles, ça fait bizarre. Non, qu'est-ce qui a changé profondément? Alors, plein de choses. Déjà, le canal, si on fait un peu la chaîne de valeur de notre métier, du sourcing jusqu'au closing, entre guillemets, déjà, le sourcing n'est plus du tout le même. Déjà, les job boards changent. Il y en a qui meurent, il y en a qui arrivent. Et il ne faut pas se tromper. Et il faut aussi être agile sur le sujet. LinkedIn est apparu, ça a forcément changé beaucoup de choses. Je te parlais tout à l'heure de la chasse et tout. C'est avec nous, forcément, ça nous rend un peu feignants. Et d'ailleurs, c'est un danger parce que LinkedIn, c'est sympa, c'est un outil, mais ça peut être aussi un peu une drogue au sens que ça te facilite le travail et des fois, bof. Mais du coup, la partie sourcing a énormément changé. Le rapport aux candidats a énormément changé. Le rapport des candidats au cabinet est à peu près le même qu'avant. Déjà, il y a 20 ans, tu avais des candidats pas contents et puis des cabinets qui disent je ne comprends pas, pourtant je suis sympa. Enfin, là, ça, je l'entends depuis toujours et ça ne changera jamais. Mais après, par contre, effectivement, le candidat consomme à mort la relation cabinet-candidat, quoi, avec un engagement peut-être un petit peu moins fort, mais bon, après, à nous adapter, c'est la vie, quoi. Donc ça a changé. Après, les clients ont énormément changé, surtout sur les 5 dernières années. Ils se sont énormément staffés en recrutement. En fait, ils ont compris que c'était important, tant mieux, c'est cool. Donc, du coup, ils nous ont confié beaucoup de travail. Puis après, ils se sont dit, bon, on va peut-être quand même internaliser un peu. Et là, ils internalisent quand même beaucoup depuis 2-3 ans, surtout les grands groupes, un peu moins les PME et les grosses PME. Donc ça a énormément changé. Moi, j'ai plein de clients qui nous ont quand même un peu fermé les portes en mode, bon, on vous aime bien, vous êtes sympa, mais bon, on a dépensé 100, on va dépenser 50, quoi. Donc pourquoi pas, à nous de nous adapter, quoi. Donc ça a quand même beaucoup changé. Le RPO qui est arrivé par-dessus tout ça, enfin, c'est dingue. Et puis après, effectivement, l'autre mouvement hyper important, c'est en interne, dans les caps, dans l'organisation, ce qu'on vient de se dire, où là, effectivement, on peut travailler, ce job, je peux le faire dans une cave à Paris, comme je peux le faire sur une plage à l'île Maurice. Donc à un moment donné, plus ou moins, donc à un moment donné, c'est sûr que les organisations qui font du recrutement doivent se bouger pour évoluer, quoi. Et selon toi, quel rôle jouent justement tous les outils qu'on peut rencontrer? Parce que là, pareil, sur les outils, il y en a pléthore sur le marché. Toutes les semaines, j'en parlais hier, Maxime Brun, qui est notre directeur des opérations, il me disait, putain Yann, j'ai l'impression que tous les mois, il y a un mec qui arrive avec soi-disant la révolution. À un moment donné, il faut quand même qu'on fasse des choix, quoi. Et on ne va pas, nous, tous les mois, se dire, ah ouais, bon, bah super, alors on va changer d'outil, on va changer. Donc c'est sympa, merci à tous pour toutes ces innovations, mais à un moment donné,
Nous, pour faire notre boulot, on n'a pas non plus besoin de réinventer la roue toutes les semaines non plus, quoi. Donc, on essaye de trouver le bon dosage entre rester ouvert à l'innovation et en tout cas, chez Fab, on a les yeux grands ouverts là-dessus, mais quand même garder la tête froide aussi et essayer de faire le tri entre l'innovation tout de suite, de demain, d'après-demain, et ce qui marche aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça pour faire de l'argent? Enfin voilà, à un moment donné, il faut aussi trouver le bon dosage, quoi. Moi, je peux te dire qu'il y a plein de consultants en recrutement, tu leur files un téléphone et LinkedIn, ils ont besoin de rien d'autre. Rien d'autre. Et ils vont performer comme des dingues. Donc après, évidemment qu'on peut avoir plein d'outils qui facilitent la vie de tout le monde, mais entre le gadget et le truc qui va vraiment te faire 20% de chiffre d'affaires en plus, voilà, il faut nous, on doit faire des tri. Toi, intellectuellement, on est tout le temps en train d'essayer d'interroger des solutions et faire des choix, quoi. Mais c'est vrai que ça n'arrête jamais, quoi. Tout à fait. Épuisant. Épuisant. Les outils, comme tu le dis très bien, c'est un outil, effectivement, enfin, c'est un support à la performance, en réalité. Y a des consultants recrutement qui font très bien leur travail avec juste un téléphone et oui, dis-moi. Et j'allais même te dire, à un moment donné, trop d'outils. Moi, mes consultants, innover, c'est sympa, mais ils saturent aussi, tu vois. Tu leur dis, tiens, on va vous mettre ça, tiens. Puis en fait, tu fais un stop au bout de 6 mois, tu fais l'analyse, tu dis, bon, en fait, ça, personne ne s'est jamais connecté au truc. Ça, bon, il y en a 20% qui l'utilisent. Enfin, tu vois, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a aussi un canal d'entrée. Tu vois, c'est pareil pour les job boards. Tu donnes un job board, il est utilisé à fond. Tu en donnes 2, tout le monde est content. Tu en donnes 3, tout le monde est toujours content. Mais par contre, tout le monde n'en utilise toujours que 2. Et tu en donnes 4, c'est pareil. Donc, à un moment donné, tu dois aussi faire des choix. Il y a un temps de prise en charge de l'outil aussi, de bien le comprendre, de bien l'utiliser, de bien savoir l'optimiser. C'est difficile. Et c'est vrai que toi, du coup, tu choisis pour ton collectif. Donc, tu as Maxime, effectivement, pour ton cabinet. Donc, Maxime t'aide à sélectionner. Mais c'est vrai que, par exemple, les gens qui sont dans des plus petites structures, ils ne peuvent pas non plus passer leur semaine à aller faire des démos, tester des trucs, voir si ça marche, changer d'avis, repartir, refaire des trucs. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'identifier aussi les trucs les mieux. Après, on les laisse décider s'ils y vont ou ils y vont pas. Mais c'est vrai que rien que le travail de veille et de faire intervenir des gens, nous, on fait à peu près 1 fois par mois. Quand tu vois la multitude d'outils, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et tu vois, tu mets le doigt sur justement pourquoi être dans un cabinet ou dans un collectif plutôt qu'être seul, c'est ça aussi. Moi, il y a 2 semaines, Amaury, on a déjeuné avec une de ces indépendantes là, qui travaille chez REC. Et en fait, je voyais toutes ces interrogations et ces freins et dire merde, moi maintenant, quand même, j'aimerais bien voir plus mes clients. Je passe beaucoup de temps à sourcer. Et je lui dis, nous, on a des solutions, on a des chariots de recrutement, on sait où les trouver, on sait comment t'aider et tout. C'est ça aussi la force de rejoindre un groupe plutôt qu'être tout seul, quoi. C'est des années moi, je me suis pris la tête sur le sujet, on a essayé plein de trucs différents, quoi. Avec aujourd'hui, j'espère une solution qui marche à peu près bien, quoi. Et justement, selon toi, quels sont les outils nécessaires qu'un consultant en recrutement doit avoir dans sa stack? Alors, réponse du mec né en 75, un cerveau, un téléphone et beaucoup d'énergie. Non, ça c'est la réponse, toi, un peu caricaturale du patron de cabinet qui dit ouais, de toute façon, c'est bon, il faut juste un téléphone et tout. Je pense qu'il faut déjà bien connaître le secteur pour lequel on travaille. Mais c'est pas du coup un outil, mais c'est quand même un prérequis, à mon avis, ultra important. Et après, en termes d'outils purs et durs, à chacun ses goûts, quoi. Mais évidemment, quelques job boards et évidemment LinkedIn. Et puis après, ça dépend si tu es seul ou si tu poses la question pour quelqu'un qui est vraiment seul. Non, pour un consultant en recrutement qui soit en cabinet ou en tant qu'indépendant. Soit en cabinet, du coup, il va déjà avoir du lead, des échanges, il va déjà avoir des guides, il va avoir normalement un peu de formation et un peu d'accompagnement et la veille qui va être fait pour lui. Mais s'il est tout seul, je pense qu'il a besoin, moi je trouve que c'est une bonne idée justement d'aller rejoindre ou de prendre des outils. Alors, je vais faire un peu de pub pour l'outil de Dorothée, mais typiquement, à mon avis, ça peut être sympa pour l'aspect justement cross-business et se connaître les uns les autres, se former. Moi, je vais arrêter de faire du placement produit. Et puis après, évidemment, et moi, je ferai la pub pour REC parce qu'évidemment, je pense que c'est un gros plus de pouvoir quand même être accompagné, d'avoir de l'aide sur tout un tas de paramètres qui sont ceux qu'on propose, quoi. Mais après, du coup, sur les aspects outils purs et durs, il y en a plein. Donc, encore une fois, mais il y a aussi, je pense que ça dépend énormément du positionnement. C'est pour ça que c'est pas mal d'être positionné, aussi, parce carrément. Que ceux qui sont sur des profils ultra pénuriques, eux, il faut qu'ils aillent chercher des candidats qui sont potentiellement même pas sur LinkedIn. Donc en fait, j'ai l'impression que je suis en fonction de chaque spécialité, de chaque niche. Si tu es sur un marché de candidats ou si tu es sur un marché d'entreprise, vraiment, j'ai l'impression qu'on peut prendre 2 consultants, même indépendants, qui performent ultra bien. Les deux vont avoir Moi, je l'ai dans mon club des 200K, là. J'en ai 2.
Ils sont incroyables les deux, ils travaillent, mais ça n'a rien à voir. On dirait qu'ils font même pas le même métier. Donc c'est vraiment... Et il y en a qui sont très digitaux aussi. Il y a des gens qui adorent l'IA, tester des nouveaux outils, qui font des trucs hyper volumiques, de la chase à gogo. Il y en a qui n'ont jamais fait de la chase, il y en a qui n'utilisent pas du tout de job board. Enfin, c'est vraiment... ça dépend. J'ai l'impression que c'est une question qui est pas simple. Pas assez précise, Cameron. Qu'est-ce que c'est cette question? En tout cas, c'est une question qui apporte une réponse finalement hyper variée. Quelle complexité ce métier. Moi, aujourd'hui, en tout cas, si je me lançais tout seul, je pense que je pourrais vraiment, juste avec LinkedIn et un ciblage sectoriel, être heureux dans mon métier, quoi, je pense. C'est intéressant ça. Si tu te lançais demain en tant qu'indépendant, tu te lancerais sur quelle spécialisation? Alors moi, je choisirais clairement plutôt un positionnement exécutif, parce que je pense que c'est clairement vachement plus sympa et tu vas capter des missions et des relations clients-candidats qui sont en fait au final plus simples que, à mon avis, en dessous. Et après, par goût, je pense évidemment le monde de la banque et l'assurance, ça me plairait pas mal. Si je pouvais me dédoubler ou me tripler, c'est clairement ce que j'aimerais beaucoup faire, quoi. Sur quelle zone géographique? Alors là, Dubaï, le Luxembourg, non, la France, déjà, pour commencer, il y a de quoi s'amuser. Okay. On est en 2025. L'année dernière, tu as été interviewé par Joseph, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Dans ce podcast, tu expliquais que 2024 était ta pire année depuis que... C'est probable. Non, après, c'était une année... C'était en novembre, tu as peut-être fait un gros mois de décembre. On sait pas. C'est bien rattrapé. En fait, on a fait un énorme mois de décembre. Non, mais après, c'est pour des... Je pense que comme tout... En fait, Fab est dans un positionnement un peu... on n'est ni gros ni petit. On n'est pas assez gros pour avoir toutes les ressources, justement, des gros, en termes de réflexion, en termes de support. Et puis après... je dirais, d'amortissement de ce genre, de la tempête qu'on a pu avoir dans notre métier, et non plus pas tout petit. Donc forcément, ça a été une année assez complexe en termes d'organisation. J'ai peut-être fait passer de mauvais moments à quelques-uns et je m'en excuse, mais c'est vrai qu'effectivement, c'était une année vraiment, vraiment, vraiment rude. Après, aujourd'hui, du coup, là, quelques mois plus tard... est-ce que la tempête est passée? La tempête, déjà, elle est passée. Ça, c'est quasiment certain. En tout cas, cette tempête-là, elle est passée. Il y en aura peut-être d'autres, mais celle-là, elle est passée. Okay. Donc, du point de vue, on va dire, de l'activité, du fonctionnement, on a retrouvé quelque chose de vraiment agréable et de serein. Et vraiment, ça tourne vraiment pas mal. Dire, à cause de changements que tu as opérés en interne ou parce que le marché... Il y a plein de choses. Il y a 3/4 de changement interne et 1/4 de changement marché. Le marché, à mes yeux, pour le moment, est sur une zone stable, clairement. Enfin, ça ne se dégrade plus, mais sur un niveau plutôt bas par rapport à ceux qu'on a connus il y a 2-3 ans. Mais après, on fait avec. Et après, c'est vraiment de l'organisation interne, un renouvellement un petit peu des équipes. Et puis, effectivement, beaucoup, justement, travailler sur la rigueur, l'organisation, les process, et avoir des équipes et des consultants. J'ai un gros noyau dur qui est resté, qui est vraiment aujourd'hui, qui performe très, très bien. Et puis après, accueillir des nouveaux, mais évidemment avec des compétences humaines un peu différentes, nécessairement, avec énormément, évidemment, de développement commercial, de prospection. Ça nous occupe beaucoup, beaucoup, quoi. Et de fidélisation, parce qu'en fait, quand même, 3/4 du business qu'on a aujourd'hui, c'est de la fidélisation. Donc année 2024, si je pouvais ne pas la revivre tout de suite, ça m'arrangerait. Bravo en tout cas, parce que si le changement est interne, c'est que vous avez bien pris le... En fait, c'est pas simple de partager ça avec quiconque parce que du coup, à un moment donné, tu dois faire des choix, on va dire, forcément, pour certains désagréables, mais nécessaires. Et il n'y a personne qui va le faire à ta place, quoi. Personne ne te prend par la main, même les gens qui t'apprécient beaucoup et qui sont tes proches et tout, ils ne vont pas non plus le faire pour toi. Personne ne le fait pour toi, donc à un moment donné, il faut te jeter à l'eau et y aller. Mais c'est vrai que c'est la partie la plus dure, clairement. Ouais. Donc voilà, et ça c'est fait. Merci beaucoup pour la transparence. Quand tu parles de gros changements que tu as opérés avec toi et tes équipes, les personnes effectivement qui t'accompagnent dans toute cette organisation, concrètement, qu'est-ce qui, selon toi, sans rentrer forcément dans le détail, mais qu'est-ce qui, selon toi, pêchait? Parce que tout à l'heure, tu as expliqué qu'effectivement, il fallait se remettre en question, c'était super important de revoir le modèle. Quels sont les... On a des dirigeants qui sont en train de nous écouter, des dirigeants de cabinet qui sont aussi en train de se poser très certainement les mêmes questions que toi. Tu t'es posé il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu peux leur répondre pour leur donner un peu de lumière? Ouais, écoute, alors j'espère pour eux que déjà je suis à leur écoute et à leur dispo s'ils veulent aussi me passer un coup de... Enfin, si en écoutant ça, certains souhaitent se rapprocher de moi pour échanger, ça sera avec plaisir. Mais en fait,
un cabinet de recrutement, c'est une entreprise. Une entreprise doit dégager du bénéfice. Pour dégager du bénéfice, il faut que tout soit équilibré globalement, quoi. C'était plus mon cas pendant quelques mois en 2024, sur je dirais les 9 premiers mois de 2024, même presque tous. Donc à un moment donné, il faut quand même se bouger. Donc il y a quand même une histoire de réglage, entre guillemets, entre le ratio chiffre d'affaires et ce que tu redistribues, quoi. Donc il faut regarder les choses en face. Moi, j'avais des réglages qui n'étaient pas bons. Sur la façon dont on redistribuait la valeur, clairement, c'était mal fichu. On ne donnait pas aux bonnes personnes les bonnes sommes, pour faire super court. Donc quand tu dois changer ça, c'est hyper dur. Parce qu'en fait, tu touches directement, évidemment, à l'aspect le plus sensible. Donc c'est très 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 compliqué. Donc c'était le fruit, moi, justement d'années et d'années d'accumulation, à un moment donné où tout allait bien, où tu dis bon, tu te rends compte qu'il y a un truc qui est quand même un peu pas dingue, mais bon, tu dis de toute façon c'est pas grave, on gagne de l'argent, continuons comme ça. Et quand tu te retrouves dans la situation un peu darwinienne où c'est soit ça passe, soit ça casse, bah, tu dois prendre les décisions et tu regardes le truc, tu dis bon, ça c'est fini, c'est plus possible, soit la boîte est ferme, soit tu prends ces décisions-là. Donc c'est vraiment ça. Donc les réglages, à mon avis, c'est ne jamais attendre trop longtemps, voire ne jamais attendre tout court avant de prendre ce genre de décision. Je sais, moi j'avais parlé avec quelques dirigeants de cabinet, c'est vrai qu'on se trouve toujours une bonne raison pour attendre. On dirait, ah non, je me donne 3 mois, ça va remonter, je me donne 2 mois, ça va remonter. Ça, c'est une connerie, il faut vraiment pas faire ça, il faut vraiment à un moment donné se dire ok, c'est maintenant, tout de suite, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois. Et effectivement, ce sont des décisions de gestion et de management. Donc moi, en tout cas, c'était la répartition, sans entrer dans le détail. Voilà, c'est même pas le nombre global de la part de chiffre d'affaires qu'on redistribuait en salaire et en variable, c'était à qui on le filait et pourquoi et avec quelle philosophie derrière. Donc maintenant, c'est vraiment clair et net. Quand on a de la marge, on la distribue. Quand on n'en a pas, on n'en distribue pas. Quand je vois qu'il y a des cabinets qui donnent du bonus dès le premier euro de chiffre d'affaires, pour moi, d'un point de vue gestion, c'est un non-sens absolu. Enfin, je veux dire, tu files un fixe à quelqu'un, lui donner du bonus dès le premier euro, c'est mettre de côté toute notion de responsabilité sur la rentabilité. Je fais une petite parenthèse, mais moi, je trouve ça personnellement pas très logique. Moi, je suis hyper transparent avec mes équipes sur évidemment leur salaire, ils le connaissent. Les charges patronales, tout le monde peut les calculer. Tu rajoutes une part de moyens généraux et de frais généraux et tu as ta vraie renta à toi, quoi. Donc moi, cette année, je leur ai communiqué. L'année prochaine, si on arrive à baisser, je leur recommuniquerai, on baissera les seuils, mais nous, on a des seuils de rentabilité et on est hyper transparent là-dessus. Et tu gagnes de l'argent au-dessus, on redistribue le plus possible et sur des accélérateurs assez forts. Mais quand tu n'as pas de rentabilité, il faut regarder les choses en face, quoi. Et c'est pas parce que dans ton marché, il y a des mecs qui filent n'importe quoi à n'importe qui qu'il faut faire les mêmes bêtises, quoi. C'est hyper intéressant parce que j'ai prévu de sortir une étude de rémunération si j'y arrive en janvier. Laurent avait essayé de faire ça aussi. Bon, je sais que. Je savais pas. À un moment donné, il avait. Ah non, étude de rémunération pour les consultants. Non, c'est pas ça. Il avait voulu recenser le système de bonus et tout des consultants. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je sais que ça m'a fait. Je sais que c'était facile. Pour Fab, il avait remonté une info. Mais comme j'avais changé le système de bonus, du coup, il n'était pas à jour. Avec quelqu'un qui était parti depuis 1 an ou 2 de chez nous, qui avait filé l'info, mais elle n'était pas la bonne. Mais ouais, étude de rémunération sur les consultants. À la fois sur le fixe et le variable. Ouais. C'est sans fin ce système de calcul. Enfin, c'est pas sans fin, mais moi, sur la rémunération, j'ai une philosophie simple. C'est premièrement, effectivement, globalement, il faut avoir des fixes qui sont déjà cohérents et dans le marché. Pour moi, on ne recrute pas un mec qui a 5 ans d'expérience dans notre métier à 30 000, quoi, par exemple, pour faire court, même si certains y arrivent et je leur tire mon chapeau. Mais voilà, après avoir des salaires fixes qui évoluent, quoi. Tous les ans, c'est de la fidélisation, c'est reconnaître que les gens évoluent aussi, quoi. Et puis après, un système de variable qui soit compréhensible et lisible. Il y a certains cabinets, je vous mets au défi de mémoriser et de me redire de manière claire comment ils calculent les variables. Moi, je veux que mes consultants ils puissent le faire sur un petit Excel à côté, quoi. Et d'ailleurs, les bons le font et je peux te dire qu'ils savent à la semaine près comment ils vont générer globalement comme variable. D'ailleurs, pour moi, en général, j'aime bien quand ils font ça. Je me dis que s'ils suivent le truc, c'est bon signe. Mais un système qui soit simple et compréhensible, mais qui redistribue quand il y a des choses à redistribuer, quoi. Et quand c'est la crise, c'est la crise, quoi. À un moment donné, il faut aussi l'assumer à tous les niveaux, quoi. Merci beaucoup. Pareil, alors sur cette question, tu n'es pas du tout obligé de répondre. Je ne répondrai pas. Quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe. Ou alors tu peux rester très approximatif, c'est comme tu le sens. Depuis que tu as lancé Fab et REC, quels sont les plus gros chiffres d'affaires générés par tes consultants en recrutement ? Ça c'est assez rare. Depuis la création. Depuis la création, avec le nombre d'années d'expérience du consultant en recrutement, si tu t'en souviens. Alors, le nombre d'années d'expérience n'est pas forcément la variable la plus immédiatement qui explique la performance. Moi,
Franchement, tu peux dès le début faire des très beaux chiffres. Après, il y a plein de manières de le faire. Du coup, le plus gros score, je pense que justement, ça reste et ça restera pour longtemps, je pense. Julien, dont je vous parlais tout à l'heure, qui, je pense, a dû sortir une année à 700 ou 800 000 euros. Mais il y en a qu'on fait encore plus dans d'autres cabinets. Mais en tout cas, chez nous, je sais que c'est ça. Tout seul, ouais. Et puis il y en a d'autres qui ont fait des scores 400, 500, sont des très très gros scores. Et encore en ce moment, là, on a quelques-uns chez nous, même qui sont arrivés pour certains il y a même pas un an. Un an, allez, ça, ils vont fêter leur première année, ils ont sorti 380 la première année. Je suis admiratif, mais ils sont bons, quoi. Ils bossent beaucoup, ils sont organisés, ils aiment ce qu'ils font, ça se voit, ça se sent et tout. Donc voilà, donc ça c'est voilà. Et côté rec, je ne me prononcerai pas. On est des Suisses sur le sujet. On sera. Non, mais après, je pense qu'ils sont tout à fait capables, pour certains, d'atteindre des niveaux au moins de 300, quoi. Peut-être même plus. Voilà, après, il faudrait poser la question à Amaury. Amaury, évidemment, il ne donnera pas de nom, mais il peut donner aussi des chiffres généraux. Et je pense qu'effectivement, on en a certains largement même. Là, on en a quelques-uns, je dis 300, je pense que je suis léger même. Parce que là, je pense notamment à une personne qui a dû sortir 140 sur un trim, là, récemment, sur le trimestre dernier. Donc voilà, c'est des belles petites perfs. Mais le point commun à tous ces gens-là, c'est pas forcément l'expérience. C'est vraiment une énergie interne et un goût pour ce qu'ils font et une vraie efficacité. Et je sais pas, c'est un tout, quoi, tu vois. Mais c'est surtout, je pense, vraiment l'énergie, quoi. Et ils ont été formés par... toi, Alors, sur les indep, tu veux dire ou Non, au global. Alors, ceux dont je parle, là, il se trouve qu'ils ont été formés par nous. Parce que les deux là, qui viennent d'arriver, ils venaient d'un tout autre univers. Ils venaient de la grande distrib. Donc là, tu vois, c'est dingue, mais c'est génial. C'est vraiment une belle leçon pour moi en tant que dirigeant d'un cabinet. Et puis, Julien, pour parler de lui à nouveau, il travaillait à la caisse d'épargne aussi. Mais du coup, il n'avait jamais fait de facturation, de chiffre d'affaires et tout. Et puis pour les indépendants, notamment l'indépendante à laquelle je pense, elle a été formée par un autre cabinet. Ouais. C'est marrant parce que je me dis souvent, moi je suis issue de la banque aussi, j'ai passé presque 15 ans dans le secteur bancaire, et je me dis, le recrutement, de ce que j'observe, j'ai l'impression que les conseillers bancaires, notamment les conseillers professionnels en agence, pourraient être de bons recruteurs. Ils ont l'habitude d'aller voir les clients, de parler à des pros. En même temps, ils sont aussi engagés sur des objectifs commerciaux, de nombre de ventes de cartes bancaires ou de je sais pas quoi. Et en même temps, comme ils gagnent vraiment pas grand-chose, je pense qu'ils doivent avoir... Et non, mais quand on est dans la banque, les banquiers, ils ont quand même... On va pas te mettre mal avec tes anciens amis de la caisse d'épargne. Non, mais c'est quand même des niveaux de rémunération qui sont pas très élevés. Donc du coup, je pense qu'ils peuvent vite avoir les yeux qui brillent quand on leur parle. Il y a pas mal d'anciens dans le secteur, dans les recruteurs dans la banque. Il y a quelques anciens banquiers. Amaury, par exemple, c'était pas un ancien banquier, mais il travaillait pour un groupe de gestion de patrimoine, tu vois, et tout. Donc ouais, c'est sûr, les très bons commerciaux. Après, le seul petit bémol quand même, c'est que souvent dans la banque, ils sont moins en prospection dans le dur quand même. Tu vois, ils ont des rendez-vous qui sont souvent bookés. Soit avec les clients listants, soit via des plateformes, soit des clients qui appellent pour des trucs, puis ils font du rebond, ils essaient de... Ouais. Quand tu appelles pour un truc, ils essaient de te vendre autre chose. Bon, j'ai pas trouvé la martingale encore. Non, c'est sûr. Question suivante, Camra. Moi non plus. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus challengeant aujourd'hui pour les consultants en recrutement? Clairement, ouvrir un compte. Aujourd'hui, c'est pour ça que tu vois, là, je pense qu'il faut demander encore une fois au maître de la data, alias Joseph Callen. Mais nous, on a quand même quelques data, on commence à avoir les choses assez précisément. Aujourd'hui, les 3/4 de nos missions, c'est de la fidélisation. Donc, j'en déduis que vraiment le plus difficile aujourd'hui, c'est effectivement de rester vraiment assez bon dans l'exercice de ta prospection pour ouvrir des nouveaux clients. Quand je dis rester assez bon, c'est avoir le mental pour effectivement le refaire et le faire et le faire. Et aujourd'hui, il faut un nombre de contacts qui est hyper important pour ouvrir vraiment un compte, quoi. Il n'y a pas longtemps, je rencontrais en entretien quelqu'un qui donne un grand réseau d'intérim. Bon, comme c'est gros, je peux le dire, c'était Manpower. Il me disait qu'ils avaient mesuré qu'en moyenne, il leur fallait entre 6 et 7 contacts initiés pour avoir vraiment un début d'échange avec quelqu'un, quoi. Genre message mail, LinkedIn, push, machin et tout, 6 ou 7 fois avant que la personne te parle en moyenne aujourd'hui, quoi. Donc c'est ça le plus challengeant. C'est les points de contact. C'est une data marketing, ça.
Ou effectivement, oui. Ou en tout cas, il faut que la personne, elle a entendu soit 7 fois parler de toi, ou elle a vu ton prénom ou ton nom 7 fois pour qu'effectivement, elle daigne te donner un rendez-vous ou te répondre. Et moi, on dit souvent à nos consultants, ok, tu as fait un truc, mais maintenant, il faut recommencer avec le même plusieurs fois pour vraiment que ça marche. Quoi, ça. Mais ça, et du coup, ça demande de l'organisation et tout, c'est vraiment dur, quoi. Toi, il faut vraiment être vraiment hyper... c'est pas toujours dans le caractère de beaucoup de consultants ou de commerciaux au sens large d'être méga organisé, quoi. Et aujourd'hui, c'est le challenge numéro 1, quoi. C'est quoi une bonne orga pour toi? Rien oublier. Ouais. En fait, qu'est-ce que tu remarques, tu vois, on a beaucoup parlé d'organisation. Qu'est-ce que tu remarques chez les consultants recrutement, qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient salariés en cabinet, qui fonctionnent? Qu'est-ce qu'ils font de plus que les autres? Des horaires. Ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, je dis ça vraiment sans rire, parce que aujourd'hui, quand même, la variable d'ajustement de number one, c'est quand même le temps de travail que tu consacres à une activité, quoi. Et effectivement, si je regarde ceux qui fonctionnent vraiment le mieux chez nous, et on va arrêter de se mentir, c'est évident que les mecs, ils commencent à bosser un peu plus tôt que les autres, ils finissent un peu plus tard, et leur journée, elle est un peu plus dense. Et donc, à l'intérieur de ça, ils brassent pas de l'air. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement ultra efficaces. Ils ont des systèmes propres, soit via leur calendrier, soit via des to-do, soit via nos outils pour penser à relancer, pour suivre, être dispo pour les gens, les appeler. Aujourd'hui, je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Il y a plein de consultants en recrutement qui n'appellent plus jamais un candidat entre midi et 2. Parce qu'en fait, ils sont en train de déjeuner. Quoi. Eux-mêmes. Non, mais je veux dire, ça paraît dingo, mais il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un qui me dit nous, en fait, on a décalé notre pause déj et on top plein de candidats. Et là, je me dis, putain, mais merde, évidemment, quoi. Je veux dire, c'est évident, ça paraît évident, mais franchement, encore une fois, sans polémiquer, mais aujourd'hui, je pense que sur 150 consultants ou 200 consultants en cabinet salarié, quelle est la part de ceux qui réussissent sans faire ce genre de choses? Je pense qu'il y en a peu, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment aussi se rappeler que notre métier, c'est être dispo pour toper les gens le soir, le matin, entre midi et 2. Et si tu n'es pas prêt à assumer ça, il ne faut pas faire ce métier. C'est 9h, midi, 14h, 18h, tu feras jamais 400 000. Tu feras peut-être 200 si tu es doué, et encore. Voilà. C'est hyper intéressant. Quand je travaillais en cabinet, j'ai rencontré un super consultant recrutement, 25 ans d'expérience, incroyable. Et il m'expliquait qu'en fait, le métier de consultant recrutement, c'était un métier d'horaire décalé. Bah ouais, c'est pas faux. Et tu vois, j'avais jamais entendu parler de ça. Enfin, personne ne m'avait dit ça. Et il me dit, mais en fait... on devrait commencer entre 7h30 et 10h, travailler entre midi et 14h. Il y a des adeptes qui font ça. Et puis après, faire 16h, 20h30. Ouais. Parce que, en fait, entre 14h et 16h, 17h, les gens, ils sont en réunion. Enfin, il peut se passer des choses. Oui, attention. Tu fais d'autres trucs, et en fait, il m'expliquait ça. Et je l'ai appliqué, moi, sur la partie sales, où en fait, j'appelais des dirigeants plutôt entre 18 et 20h. Et ça répond beaucoup mieux. Pourquoi? Oui, c'est clair. Parce qu'en fait, finalement, les dirigeants ou les décisionnaires sur le recrutement, entre 14h et 16h30, 17h, ils sont tous en réunion. Bah oui, c'est clair. Ouais. Et donc, forcément, on a du mal à les avoir. Mais c'est exactement ça. Et du coup, c'est effectivement... récemment, c'est un indépendant ou une indépendante qui m'a dit qu'il faisait ça, justement. C'est-à-dire qu'il aménageait et qu'il décalait ses pauses pour justement... Et qu'entre deux, il allait faire du sport. Ou il faisait je sais pas quoi, ses courses ou j'en sais rien, et qu'effectivement il était plutôt globalement comme ça, pas tous les jours, mais en tout cas et que ça marchait, mais hyper bien. Parce que là on se plaint aujourd'hui que les candidats répondent pas et tout, mais évidemment tu les appelles à 15h le jeudi, les mecs ils bossent, et le soir quand ils sortent du travail, ils vont chercher leurs enfants. Ouais, et puis ils écoutent leurs messages, mais ils vont pas rappeler, ou peu ou pas, ou, en tout cas c'est vrai qu'on a un peu, je pense qu'on a un peu perdu de vue ce truc-là qui est tout bête au final. Et tu vois, c'est des conseils de personnes qui ont 20-25 ans de métier. Donc on tape beaucoup sur finalement les cabinets traditionnels, ou enfin en tout cas on peut entendre effectivement les cabinets traditionnels ont beaucoup de choses à réinventer. C'est vrai, en soi il y a beaucoup de choses à réinventer, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il y a quand même des choses qui restent. Des standards, mais bien sûr. Des standards qui fonctionnent. C'est ça là, je trouve le gros challenge finalement du moment pour les dirigeants ou ceux qui vont nous écouter, c'est réussir à mettre la bonne dose de tradi et de modernité dans le bazar. Tu vois, moi j'ai lu les bouquins de Greg Savage là. Il est un peu à l'ancienne. Il a connu le recrutement, c'est même avant moi, c'était même pas le passage à l'euro, c'était encore, j'en sais rien, c'est le Windows qui est apparu.
Non, mais en fait, mais du coup, tout ce qu'il dit, purée, c'est hyper intéressant, c'est hyper vrai, et ça reste hyper vrai. Et en même temps, effectivement, il faut intégrer des nouvelles choses. Mais c'est sûr que tous ceux qui crachent sur le modèle, mais après, voilà, en tout cas, qui disent ce modèle est mort et tout, mais alors, ils se gourent, mais alors complètement. Parce que je dirais, la base, tu peux pas, sans effort, sans sueur et sans travail, il se passera que dalle, quoi que tu fasses. Et il y a quand même des standards dans notre métier qui vont persister, c'est évident, quoi. Mais effectivement, il y a des nouvelles choses. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre. Ça, c'est un vrai challenge. Eh bien, ça sera le mot de la fin, Yann. Donc la conclusion, c'est back to basics. Il faut travailler, il faut être organisé. C'est pas la peine de multiplier les outils, mais se tenir quand même un peu informé oui, voilà. des nouveautés qui aident. Et des nouveautés, il y en a beaucoup quand même. Et des choses qui changent, il faut quand même effectivement se bouger. Voilà. Bah, merci pour votre invitation en tout cas. Merci beaucoup, à toi. Yann. Et puis à très vite. À très très vite.